Professeur Moussa Seydi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre universitaire de Fann. Pour le malade du virus Ebola qui a été détecté au Sénégal a été traité dans votre service. Que pouvez-vous nous dire sur vous, votre service, et comment est-ce que vous avez pris en charge le malade? Merci de votre visite d'abord. Pour dire les choses de manière très ramassée, je suis professeur d'université, titulaire de la chaire d'infectiologie. Je suis enseignant-chercheur, donc je suis le chef du service des maladies infectieuses, qui est le centre de référence de la prise en charge des maladies infectieuses, dont la maladie à virus Ebola. Mon service est un service de soins, prise en charge des malades, de formation, parce que nous y formons des étudiants, des spécialistes. C'est un service aussi où on fait de la recherche avec plusieurs pays américains, avec les États-Unis, mais aussi avec les pays européens. Voici de manière très ramassée ce que je peux vous dire sur moi et sur mon équipe. Alors, vous avez donc, comme on l'a dit tout à l'heure, reçu et traité ici donc, le jeune Guinéen qui a été infecté par le virus Ebola. Quelle a été votre recette pour le traiter? On sait également qu'en général, le personnel médical est très exposé. Est-ce que vous avez eu des problèmes à ce niveau? On n'a pas eu de recette miracle, parce que se préparer à vivre une épidémie est tout à fait naturel. Donc ce que nous avons fait, c'est ce qui doit se faire partout, c'est dans les règles. Donc on s'est préparé psychologiquement, on s'est préparé sur le plan de la formation. Tout le monde a été formé, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique, parce que vous savez, le désherbage est source de contamination du personnel médical. Nous avons choisi un endroit où les malades doivent être accueillis. Nous avons choisi le circuit du patient au niveau du service. Nous avons travaillé avec la direction de l'hôpital pour un circuit du patient au niveau de l'hôpital. Et l'hôpital a mis en place même un comité de gestion de la maladie au niveau de cet hôpital, parce que le patient peut se présenter par hasard au niveau de n'importe quel service. Et quand le malade a été reçu, il a été interrogé, examiné comme cela se doit, et c'est à partir de toutes ces données qu'une suspicion a été faite dans un premier temps, mais qui n'a pas été retenue. Et c'est par la suite que nous avons eu des informations qui nous ont permis de retenir qu'il s'agit bel et bien d'un cas de malade, d'un cas suspect de maladie, d'un cas suspect de maladie à virus Ebola. Donc nous l'avons isolé au niveau du centre de traitement Ebola. Et compte tenu des signes que présentait le malade et des complications observées, notamment grâce aux résultats des examens complémentaires, nous avons institué un traitement. Et ce traitement nous a permis de guérir le malade, nous a permis aussi d'éviter qu'une contamination se fasse, parce que si le malade, dès que le malade est guéri et que la PCR est négative, il n'y a plus de risque de contamination. Et parallèlement à cette action, il y avait d'autres actions qui ont été menées par d'autres services qui ont collaboré avec nous, tels que le service par exemple d'hygiène, qui se chargeait de la désinfection des locaux, de la production des produits de désinfection, etc. Donc voici de manière très sommaire ce que je peux dire sur la gestion de ce cas. Dites-nous, quelle a été votre recette pour guérir le malade? Oui, la recette n'a pas été aussi compliquée qu'il n'est pas. C'est pour cela que je n'accepte pas d'être considéré comme un héros. Parce que la médecine a ses règles. La médecine a ses règles. D'abord, quand il y a eu l'épidémie en Guinée, j'ai dit à tous mes collègues qu'on aura au moins 1 à 3 cas. Je le répétais sans cesse, il fallait qu'ils se préparent psychologiquement. Parce que quand on n'a jamais connu une telle pathologie, on a peur, on peut être désorienté, donc il fallait se préparer psychologiquement. C'est fait que psychologiquement, tout le monde était prêt. La deuxième chose, la formation. Nous avons commencé à former le personnel du service. Tout le monde a été formé bien avant qu'on ait un premier cas. Et nous avons formé tout l'hôpital de Fann. Le troisième élément, nous avons demandé à utiliser un pavillon
pour accueillir ces cas, en attendant de pouvoir discuter avec la direction de l'hôpital et le ministère de la Santé. Nous avons tracé un circuit du malade, disant que lorsque le malade vient, en lui posant certaines questions, il peut paraître suspect. S'il est suspect, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous avons établi des procédures, nous avons tracé un circuit du malade dans le service. Et nous avons parlé à la direction qui a mis sur place un comité de gestion au niveau de l'hôpital. Et un circuit du malade au niveau de l'hôpital a également été tracé. Parce que le malade peut se présenter à la porte. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines questions qu'il faut poser. Et dès que le cas s'avère suspect, le médecin n'avait même pas à l'examiner. Il fallait appeler l'ambulance. Il y avait une ambulance que le directeur de l'hôpital avait mis à notre disposition. Et cette ambulance devait amener directement le malade ici pour éviter les contacts. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a beaucoup d'actions synergiques qui nous ont aidé à bien faire notre boulot. Donc on s'était vraiment préparé par rapport à la réception de ce cas. J'avais aussi insisté sur le fait qu'il ne fallait pas craindre d'avoir de faux cas suspects. Cela permettrait de détecter les failles du système et de rectifier au fur et à mesure. C'est pour cela qu'avant ce cas, on a eu beaucoup de personnes qu'on nous a envoyées pour des cas suspects de maladie à virus Ebola, qui n'en étaient pas. Mais nous avons pris le parti de les considérer comme tels, d'avoir un comportement comme s'il s'agissait d'un cas de maladie à virus Ebola et de détecter les différentes failles. Ainsi, nous avons pu les combler au fur et à mesure. Ce qui fait que lorsque ce cas est arrivé, à l'interrogatoire, il n'y avait aucun signe, enfin il y avait des signes, mais il n'y avait aucun élément qui permettait de penser que c'était un patient qui avait une maladie à virus Ebola. Mais puisque j'avais insisté sur la prudence, on sait que l'interrogatoire n'est pas toujours fiable. Même si le patient a été en contact avec un malade, il peut omettre de le dire. C'est pour cela, après avoir interrogé et examiné ce malade, ils m'ont appelé. Le jour de l'arrivée même, je n'étais pas là moi-même. Ils m'ont appelé, je leur ai dit, il faut qu'on soit prudent et qu'on discute avec le ministère de la Santé. Nous avons discuté avec le ministère de la Santé, qui nous a dit non. Pour nous, ce n'est pas un cas suspect. Donc nous avons tous convenu qu'il ne s'agissait pas d'un cas suspect. Mais étant donné qu'au niveau du service, on avait sensibilisé tout le monde, il fallait porter des gants avant d'examiner les malades. S'il y avait un risque de projection, il fallait mettre un masque. Donc des précautions ont été prises. Mais le malade n'a pas été isolé. Et c'est 24 heures après, même pas 24 heures, moins de 24 heures après, nous avons vu des informations par nos propres moyens que c'était vraiment un cas suspect qui venait de la Conakry, qui a été en contact avec un malade décédé de maladie à virus Ebola. Et plus tard, nous avons reçu des informations officielles du ministère de la Santé. Donc, dès qu'on a eu l'information, on l'a amené au centre de traitement Ebola. Le prélèvement a été fait par le SAMU national, enfin par nous-mêmes, pardon, mais le prélèvement a été transporté par le SAMU national. Là encore, vous voyez la coordination des actions. Donc, ce n'est pas uniquement les infectiologues. Le SAMU national a amené le prélèvement et c'est l'Institut Pasteur qui fait l'examen pour nous confirmer est-ce qu'il s'agit d'un cas ou pas. Donc, il s'agit effectivement d'un cas de maladie à virus Ebola. Nous avons hospitalisé le malade. Nous avons évidemment au début fait certaines analyses qu'il fallait faire devant ce cas-là compte tenu de la symptomatologie. Quand nous avons obtenu ces résultats, nous avons vu qu'en plus de la maladie à virus Ebola, il y avait des signes en faveur d'une bactérie, d'une infection bactérienne qui pouvait tuer le malade. Le malade pouvait guérir de sa maladie à virus Ebola et mourir d'autres affections, comme cette bactérie. Il y avait une hyponatrémie, une hypocalémie, c'est des termes peut-être médicaux, mais l'hyponatrémie pouvait tuer le malade. Le malade peut faire un œdème cérébral, des crises convulsives et mourir de coma. L'hypocalémie peut avoir amené des problèmes au niveau digestif, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Donc, il y a plusieurs éléments qui ont été pris en charge chez ce malade, tant du point de vue clinique ou bien en rapport avec des anomalies observées lors des examens, lors de la réalisation des examens complémentaires. Donc c'est pour dire que c'est un ensemble d'actions qui a été mené, comme on devrait le mener pour n'importe quel malade, qui nous a permis de sauver le malade. Et il y avait régulièrement, chaque jour, des équipes qui se succédaient, que ce soit les médecins ou les infirmiers, parce qu'on ne part jamais seul dans cette salle, il faut toujours être à deux.
Parce qu'en dehors de la prise en charge, il faut s'habiller correctement, il faut se déshabiller correctement, et ça se fait mieux à deux. Donc en résumé, pour faire simple, nous étions prêts psychologiquement, nous avons fait une formation, nous avons choisi un lieu, le cycle du patient a été tracé, le patient a été examiné selon les règles classiques de la médecine, des examens ont été demandés en fonction de ce qui a été observé, et nous avons pris en charge les signes cliniques que l'on voyait, tels que la diarrhée, le vomissement, etc. Nous avons pris en charge aussi les anomalies qui ont été observées lors des examens complémentaires. Et un peu plus tard, compte tenu de la longueur de l'hospitalisation, et s'accompagne d'un contact avec le milieu extérieur, nous avons jugé nécessaire de faire une psychothérapie qui a été renforcée par des spécialistes, les psychiatres et les anthropologues. Cela nous a permis vraiment de bien gérer ce cas. Le patient était extrêmement content, très satisfait. Nous avons mené des actions autres. J'ai appelé l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal pour dire qu'il y a un ressortissant guinéen ici et qu'il a le droit de bénéficier de votre soutien. L'ambassadeur a été compréhensif parce que j'avais fait passer un téléphone au patient et je lui ai envoyé du crédit de téléphone. Il a pu s'entretenir avec l'ambassadeur. Et comme vous le savez, il y avait des problèmes diplomatiques liés à ce cas, ça nul ne l'ignore. Il a eu droit à ça. Il a voulu aussi présenter ce permis, c'est même pas mon droit de permettre ou de refuser. En tout cas, ils ont pu communiquer et cela a permis de mieux le tranquilliser sur le plan psychologique. Parce que dès qu'il a eu le téléphone, il m'a appelé pour me dire il paraît que votre président veut me juger. Je dis que non, il n'en est rien. Et puis il y a eu quelques réactions comme ça au niveau des Sénégalais, mais c'est quelques Sénégalais. Il n'y aura absolument aucun problème. Et il ne faut pas craindre quoi que ce soit. Ça l'a tranquillisé. Et quand il est sorti, le président a remis même une somme d'argent. On dit modique, mais c'est une somme assez importante, il faut l'appeler modique, pour aider ce patient. Donc vous voyez, quand on vous dit que le président va vous juger, vous sortez, le président vous donne une somme d'argent importante pour vous accompagner. Donc vraiment, il a été pris en charge dans de très bonnes conditions, ça s'est bien passé. Et sur le plan psychologique, je peux dire même avant qu'il ait le téléphone, il n'y avait pas de souci. Parce que quand je suis parti le voir, il me disait, je vois les gens de la Croix-Rouge au niveau de la mosquée. Il ne faut pas qu'ils m'oublient pour les cadeaux. Pour lui, c'est des gens qui sont venus distribuer des cadeaux. Alors qu'ils étaient là pour nous aider à gérer l'espace, à nettoyer, à déplacer les bagages. Quand certains de mes collègues y allaient, ils disaient, voilà ce que je veux aujourd'hui. Donc, il était relativement à l'aise. Quand il a commencé à communiquer avec l'extérieur, mais il fallait le faire, c'est un choix que nous avons fait. Après avoir discuté avec les psychiatres, il fallait qu'il soit au courant de tout avant de sortir, ce qui fait que s'il présente des signes de détresse, une angoisse, une anxiété, une dépression, qu'on puisse le gérer avant qu'il ne sorte. Donc il a eu beaucoup d'informations, sa mère était morte, il n'était pas au courant, sa sœur était décédée, il n'était pas au courant. Donc tout ça, il a été au courant par téléphone. Donc on a pu gérer tout ça. C'est un résumé, j'aurais pu en parler des jours, mais c'est juste pour vous dire que c'est un cas qui nous a pris beaucoup d'énergie, qui a pris beaucoup d'énergie à tout le Sénégal, au ministère de la Santé, mais tout a été convenablement fait. Et si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, il est libre dans son pays, il peut raconter ce qu'il veut. Donc voici en résumé ce que je peux vous dire concernant la gestion de ce cas. D'accord. À quel stade de son infection est-ce que vous l'avez prise en charge? Nous l'avons pris peut-être en stade pas très précoce. Quand on prend le malade en charge en stade très précoce, c'est toujours plus simple. On ne l'a pas pris en charge en stade très précoce parce qu'il a commencé à avoir les signes. Il est venu d'abord au Sénégal dans la nuit du 12 au 13. Du 12 au 13. Donc, si vraiment les informations sont exactes, du 12 au 13. En tout cas, au maximum le 14, il était au Sénégal. Ensuite, quand il est venu au Sénégal, c'est important de le dire, il n'avait pas de signes cliniques. Donc, il n'est pas venu malade.
Et c'est 2 jours après. Oui, il est venu la nuit du 13 au 14. Voilà, maintenant que je me suis dit, c'est plus sûr, la nuit du 13 au 14. Et 2 jours après, vers le 16, il a présenté des signes. Il est parti consulter dans un poste de santé. Il a été traité là-bas et c'est le 26. Donc vous imaginez, les signes ont démarré le 16, mais nous l'avons reçu le 26. Donc quand il est venu parce que son état ne s'améliorait pas convenablement. Donc nous l'avons pris en charge. Et c'est durant la prise en charge qu'on a eu les informations dont je vous ai parlé tantôt et qu'on a su que c'était une maladie à virus Ebola. Alors on sait qu'en général, pour les maladies à virus Ebola, les premiers qui sont exposés sont les membres du corps médical. Qu'en est-il du poste de santé où il a été reçu? Oui, pour le poste de santé, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui étaient exposées, mais honnêtement, même si les moyens peuvent manquer, les gens étaient informés du risque d'épidémie de maladies à virus Ebola au Sénégal. Donc, je suis sûr qu'il y a un minimum de précautions qui a été pris. Et ces précautions ont permis certainement d'éviter la contamination du personnel. Le poste de santé a été fermé. Le personnel a été suivi comme des sujets contacts et tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de cas secondaires là-bas. Mais j'aimerais quand même si tout le monde le sait, mais peut-être pas à un niveau, pas au niveau réel, c'est le personnel de santé qui paye le plus lourd tribut. Si vous avez un exemple, vous avez 1000 personnes. Parmi ces 1000, vous avez 10 personnes qui sont malades. Vous avez 10 personnes. Parmi ces 10 personnes, vous avez 5 personnes qui sont malades. Mais toute proportion gardée, si parmi 10, vous avez 5 personnes qui sont malades, donc les 50% sont malades. Alors, quand on regarde bien, parmi les décès, on a à peu près actuellement dans le monde près de 7000 décès. Près de 7000 décès. Et il y a plus de 320 décès qui concernent le personnel de santé. Donc si vous prenez ces 7000 décès ou 6000 et quelques décès rapportés aux centaines de millions de personnes qui ne font pas partie du personnel médical, ça vous fait une proportion très infime. Mais si vous prenez ces 320 et quelques décès parmi le personnel médical que vous rapportez au nombre d'agents de santé en Afrique, vous voyez que le pourcentage est très important. Donc vous ne croyez pas si bien dire quand vous dites que le personnel de santé paye le plus lourd tribut. Ça c'est la vérité, c'est important notamment de le noter, ça décime le personnel de santé, il n'y a plus personne pour prendre en charge les malades. C'est ce qui se passe dans certains pays où l'épidémie n'arrive pas à être maîtrisée. Vous perdez 100 personnes au Libéria, un système déjà insuffisamment structuré, il n'y a pas suffisamment de médecins, d'infirmiers, vous voyez les conséquences. Voilà. C'est la stricte vérité. D'accord. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous considérez pas comme un héros, mais quand même le secret a été entretenu sur les noms des personnes qui sont intervenues auprès du patient. Pourquoi est-ce que ce secret a été entretenu? Non, les noms, c'est comme je vous l'ai dit, c'est toute mon équipe. Hein. C'est toute mon équipe. Il y a peut-être quelques rares personnes qui ne sont pas intervenues du fait de leur activité spécifique. Comme je le dis, le CD est organisé d'une certaine manière. Des personnes, par exemple, la secrétaire ne va pas intervenir parce qu'elle est secrétaire. Hein. Bon, je vous taquine en vous disant cela, mais je prends un infirmier, tu t'occupes du service de vaccination. Si c'est une personne qui est prise toute la journée, peut-être elle n'est pas obligée d'intervenir. Mais pratiquement tout le monde est intervenu. Hein. Si moi, en tant que chef de service, je porte l'équipement de protection, je vais voir le malade, vous imaginez que personne ne reste, que tout le monde s'en occupe. Donc il y a des personnes que j'appelle points focaux, dont je vous ai donné les noms, mais tout le monde s'est impliqué, aussi bien dans la prise en charge que dans la formation. Je peux vous donner les noms des membres de mon équipe,
puisqu'ils ne sont pas nombreux parmi les médecins. Et puis les noms, peut-être le nom de l'infirmier point focal et du major qui organisait un peu le suivi infirmier, parce que c'est elle qui faisait la programmation, c'est elle, infirmier ou infirmière qui s'en va aujourd'hui, c'est tel autre qui s'en va tel autre jour. On est obligé de faire comme ça parce que, vous savez, nous avons beaucoup de missions. Lors de l'épidémie, il y a certains qui étaient en mission à l'étranger. Nous avons beaucoup de responsabilités nationales et internationales. Donc si on se dit que c'est tel médecin qui s'en occupe, s'il y a une épidémie, qu'est-ce qui va se passer s'ils sont en mission à l'étranger? C'est pour cela qu'on est interchangeable par rapport à certaines activités. C'est pas le plus mal. Alors, docteur, le nom du patient, quand même, c'est tout de même retrouvé dans la presse. Est-ce que ça n'a pas un peu ajouté peut-être à son angoisse, ou est-ce que ce n'était pas non plus une violation de sa vie privée en tant que telle par rapport au secret médical? Le nom du patient, personnellement, je ne peux pas vous dire comment le nom s'est retrouvé dans la presse. Et je vais vous faire une confidence. Le nom qui s'est retrouvé dans la presse, ce n'est pas son nom. Il y a une erreur monumentale. Et dans toute la presse, dans le monde entier, c'est ce nom qui est écrit. Mais moi, ce n'est pas ce nom que j'ai marqué dans son certificat médical. Il y a toujours des fuites. D'où viennent les fuites? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où viennent ces fuites-là. Peut-être, je ne sais pas si c'est à partir de la Guinée, si c'est à partir du Sénégal, mais le ministre de la Santé n'a pas prononcé son nom. Nous, comme vous le constaterez, si on devait recevoir même tous les journalistes qui demandent à nous voir, on ne travaillerait pas. Parce que nous ne sommes pas trop pour parler aux médias, mais parfois il faut le faire. La première apparition que j'ai eu à faire, je l'ai faite après plus de 30 tentatives. Et Fat Saho de la RTS peut vous dire, elle est venue ici, je lui ai dit non, je ne peux pas. Quand je suis parti là-bas, elle n'en croyait pas. Même, elle a appelé juste avant que je ne vienne le directeur de la lutte contre la maladie pour lui dire, est-ce que le professeur Seydi va venir? Donc, vous voyez, nous ne sommes pas trop expansifs dans la presse. Comment ce nom est venu? Je ne sais pas comment on a eu le nom et qu'on l'a mis dans la presse. Et si je le répète, ce n'est pas exactement ça le nom. Mais c'est une violation, effectivement, de sa vie privée. Pour les étapes qui ont été suivies, je peux comprendre. Parce que dans un premier temps, il dit qu'il ne veut recevoir personne. Même des médecins de l'OMS étaient venus pour le voir, il nous a dit non. À part les médecins de votre service, je ne veux voir personne. Je l'ai dit aux médecins de l'OMS, ils ont respecté. Ensuite, il dit oui, je veux parler aux journalistes, mais par téléphone. Je ne veux pas qu'on me voie. Ça a été fait. Il a parlé avec le journal L'Observateur. Ensuite, lors de sa sortie, il était convenu qu'il n'allait parler à personne. Juste quelques photos. Mais la RTS était là et la RTS a pu le convaincre de s'exprimer. Donc finalement, il a accepté. Et depuis lors, je sais que même en Guinée, il s'exprime dans la presse, il fait des conférences, etc. Donc c'est lui-même qui prend ses décisions. Même le fait de partir, on ne l'a pas évacué comme ça de force. Lui, il voulait partir depuis qu'il savait qu'il était guéri, il voulait partir. Mais il y avait des préparations à faire, mais on ne l'a pas renvoyé en Guinée comme ça. C'est lui qui a décidé. Et l'une des raisons principales, c'est parce que sa maman était décédée, sa sœur était décédée. Voilà, donc voilà comment les choses se sont passées. D'accord. Face à une épidémie de maladies à virus Ebola ici au Sénégal? Très sincèrement, je le pense. Je le pense parce que si c'est à Dakar, tout s'était bien organisé actuellement. C'est vrai que les gens ont un peu peur. Pour des cas qui ne sont même pas des cas suspects, ils nous les envoient. Mais ça ne nous dérange pas si ça permet aux gens d'avoir la quiétude, la tranquillité de l'esprit pour pouvoir travailler. Vous imaginez quelqu'un qui a été en contact avec un malade, même si c'est un agent de santé, tant qu'il se dit que c'est un cas Ebola, il ne pourra pas se concentrer dans son travail. Donc nous, si on le reçoit, qu'on fasse le nécessaire pour prouver que ce n'est pas un cas de
maladie à virus Ebola, ça peut toujours être utile. Donc c'est assez bien organisé, il y a des réunions régulièrement, le SAMU fait son travail, c'est bien organisé à Dakar. Dans les régions aussi, ils ont des plans vraiment de riposte bien élaborés, ils travaillent bien. Et le ministère est d'accord, c'est en train d'être fait, pour la construction de 6 centres de traitement à l'intérieur du pays. On aurait pu construire beaucoup plus de centres, mais ce n'est pas utile, ça va trop disperser les énergies. Donc à l'intérieur du pays, au niveau des frontières, des dispositions sont prises. Les gens se concertent. Je pense qu'on a effectivement les moyens de faire face à une épidémie. Mais on ne peut jamais assurer à 100% qu'on aura 2, 3 ou 4 cas. Mais si on a trop de cas sans que cela ne soit maîtrisé, ça dénote d'une défaillance du système de santé. Ça ne signifie pas autre chose. Quand vous avez le choléra qui entre dans un pays, la maladie à virus Ebola qui entre dans un pays, les épidémies, comme ça, et que ça dure longtemps, ne vous posez pas de questions, ça veut dire que le système de santé n'est pas bon. Et je ne pense pas, malgré les insuffisances, que notre système de santé soit bon. Pour moi, nous avons un bon système de santé qui doit être amélioré, parce qu'il y a des failles, des insuffisances sur certains aspects et pas bon. Je pense qu'on peut maîtriser une épidémie de maladie à virus Ebola. Mais le risque est plus grand que jamais. On n'est pas sorti de là. Le risque est encore plus grand aujourd'hui qu'hier. C'est encore plus grand. Ça, je tiens vraiment à le dire. Nous sommes toujours en état d'alerte. Alors, c'est qu'en général, dans d'autres pays où ces cas sont traités, on met plus en avant l'équipe médicale, ce qu'on peut appeler les techniciens de terrain qui vont directement au contact des malades, on les met beaucoup plus en avant dans la communication. Mais ici au Sénégal, on n'a pas senti cela, on a plus senti le ministre qui est quand même médecin, il faut le reconnaître, et les membres de son staff qui parlaient beaucoup plus, qui étaient beaucoup plus mis en avant que vous et votre équipe. Qu'est-ce qui explique cet effacement-là? Pour nous, ce qui a été fait au Sénégal est une bonne chose. Je ne suis pas contre le système qui a été choisi au Sénégal, parce que chaque pays réfléchit et décide en fonction des objectifs à atteindre. Moi, ma réflexion par rapport à cette situation, c'est de me dire peut-être que ça a été fait parce que d'abord, le ministre est médecin, professeur de maladies infectieuses comme moi, il a été chef de ce service. Vous avez vu sa photo là-bas. Donc, elle peut s'exprimer sur la maladie autant que n'importe quel autre médecin spécialiste. Deuxièmement, toujours selon mes suppositions, au Sénégal, on a mis en avant la gestion de l'épidémie et non la gestion du malade. C'est parce que c'est le ministère de la Santé qui coordonne la gestion de l'épidémie. Donc la gestion de l'épidémie, ce n'est pas uniquement la prise en charge du malade, c'est le contrôle aux frontières, c'est beaucoup d'autres aspects. Donc on a mis en avant cette gestion de l'épidémie. Je pense que c'est dû à cela. Mais ça ne pose pas de problème particulier du moment qu'on aboutit à une information claire sur tous les aspects de la riposte, sur tous les aspects de la gestion du cas ou bien de la gestion des éléments qui entourent ce cas. Donc, et ça nous arrange, nous personnellement, dans la mesure où ça nous donne plus de temps aussi pour nous occuper de nos malades, de nos étudiants et faire d'autres activités. Voilà, c'est comme ça, moi, que je l'ai analysé personnellement. Est-ce que donc le Sénégal a les moyens nécessaires pour faire face à l'épidémie de virus Ebola? Oui, le Sénégal a les moyens, d'autant plus que le Sénégal bénéficie du soutien des partenaires. Donc, il y a l'OMS, il y a d'autres partenaires qui nous aident. Ce n'est pas uniquement le budget ou les moyens du Sénégal qui sont utilisés pour faire face à cette épidémie. Mais il ne faut pas dire que tout est parfait, qu'il n'y a aucune faille. Mais globalement, le système de santé est bien organisé et il peut répondre efficacement à une épidémie de maladie à virus Ebola. Si une épidémie n'est pas très rapidement maîtrisée, une épidémie de ce type, ça dénote tout simplement d'une défaillance absolue du système de santé. Et cette défaillance-là n'existe pas au Sénégal, même s'il y a des insuffisances, même si tout n'est pas parfait.
Donc je pense et je suis convaincu que le Sénégal est en mesure d'éradiquer assez rapidement une épidémie de maladie à virus Ebola. Fait à vous et votre équipe d'être primé homme de l'année par le site Halima.com. Ça me fait plaisir et je remercie Halima.com parce que ce n'est pas toujours simple ou aisé de réfléchir jusqu'à connaître le rôle exact, jusqu'à analyser l'importance du rôle de ceux qui ont été en contact direct avec le malade et qui ont risqué leur vie tous les jours. C'est une reconnaissance par rapport à mon équipe,